Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la cybersécurité dans la mobilité, webinaire présenté par la FIEV. Aujourd'hui, on va parler du campus cyber, un nouveau lieu dédié à la cybersécurité. Donc, je remercie Pascal Denicou, qui est lead Cyber Engagement chez ZF, et Faustine Saunier, qui est responsable partenariat et relations extérieures au campus cyber, d'avoir accepté de nous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, on verra dans un premier temps la cybersécurité comme priorité pour les acteurs de la mobilité. On verra ensuite l'initiative Cyber Competence Center, puis Faustine nous présentera le campus cyber et l'écosystème campus cyber. Aujourd'hui, avec la généralisation des véhicules connectés, la cybersécurité devient une priorité absolue pour les acteurs de la mobilité. Aussi, Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type de risques cyber apparaissent avec la généralisation de la mobilité connectée? Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du contexte, en fait, le contexte de la menace cyber dans la mobilité. La mobilité connectée, tout d'abord. Les véhicules, ça ne vous a pas échappé, sont de plus en plus communicants vers les infrastructures pour divers services et remontées de données. Je pense par exemple au GPS qui va pouvoir à la fois vous fournir des données de géolocalisation, mais aussi parfois vous informer sur la circulation. Donc vous avez ici un échange qui se fait dans les deux sens vers les infrastructures. Tout ce qui est communication vers les infrastructures aussi pour partager des données aussi bien de sécurité du véhicule que des données qui peuvent donner lieu à des services, des données sur l'environnement du véhicule. Le véhicule est aussi communicant avec les passagers, le conducteur et les passagers. On a aussi tout un tas d'informations maintenant qu'il est commun de trouver en termes d'échange avec le conducteur et les passagers. Et on a tout ce qui est communication interne au véhicule, donc avec des modules qui sont électroniques et qui vont dialoguer entre eux avec des échanges de données et de la communication aussi. Donc, un véhicule qui est de plus en plus connecté, on parle d'hyperconnectivité de la mobilité, avec un volet digitalisation. Donc, les véhicules sont maintenant de plus en plus remplis de capteurs, ça ne vous a pas échappé non plus. Alors, des capteurs qui peuvent servir de remontée d'informations aussi vers les infrastructures. Je pense par exemple à des véhicules qui seraient équipés de chambres froides pour remonter les températures, à des véhicules qui peuvent remonter des informations sur la qualité de la route. Donc tous ces capteurs-là, il y en a bien sûr des centaines de types, font aussi partie de la communication et font partie de cette digitalisation qui continue, je dirais, à progresser avec des calculateurs de plus en plus sophistiqués qui se répartissent en fait dans les véhicules, que ce soit pour des véhicules de particuliers comme pour les flottes de véhicules type poids lourd par exemple. Donc dans cette partie, il y a cette partie digitalisation et on a aussi une grosse partie de la menace cyber et de cette partie contextuelle qui se situe autour de l'automatisation. En fait, les véhicules aussi, et ça ne nous aura pas échappé non plus, sont de plus en plus automatisés, que ce soit pour vous fournir des services d'autoparking, comme des services qui sont plus transparents et qui sont automatisés pour votre sécurité dans le véhicule. Donc cette automatisation-là, elle est de plus en plus présente aussi, et c'est un des aspects d'ouverture, un des aspects de la surface d'attaque. Et ces trois volets-là amènent naturellement au volet data, données. Excusez-nous pour les anglicismes qui restent encore dans cette présentation de temps en temps, qui sont assez souvent difficiles à éviter. On a essayé de faire de notre mieux. Mais donc ce volet données, data, est vraiment capital. On appelle ça l'or, le nouvel or pour ce domaine-là. Les véhicules, bien sûr, qui génèrent une quantité de données de plus en plus impressionnante, ou pour le fonctionnement interne, encore une fois, ou pour délivrer des services, que ce soit à l'utilisateur même comme aux autres utilisateurs éventuellement,
eh bien, en fait, cette manne est aussi un volet sur la surface d'attaque réellement très important. Donc, pour ce qui est de la contextualisation des menaces, je vais prendre un exemple qui va vous parler, un exemple qui n'est pas forcément directement lié à l'automobile, mais qui va imager ce qu'on peut retrouver dans le monde automobile et comme dans tous les domaines d'ailleurs, c'est le phishing ciblé. Alors, on est dans une période de la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Il ne vous a pas échappé, j'espère que vous le savez en tout cas, que lorsque vous faites vos courses dans une grande surface ou dans un magasin où vous allez utiliser ou votre carte bleue ou votre carte de fidélité, mais en fait, tous vos achats sont enregistrés dans des fichiers qui sont plus ou moins officiellement revendus et qui comprennent les informations concernant la qualité de vos achats. Et donc, on peut imaginer une famille qui va, pour faire plaisir au dernier qui est inscrit dans une école de rugby, eh bien, vous allez acheter un beau ballon de rugby et un équipement complet. Et de ce jour-là, vous allez être ciblé comme une personne qui s'intéresse au rugby et qui va, comme par hasard, recevoir dans les jours qui suivent, sur son email personnel comme potentiellement sur son email professionnel, un petit mail gentil qui, comme par hasard aussi, va vous proposer par miracle des dernières places de rugby pour le match France quelque chose dans les jours qui viennent à un prix défiant toute concurrence. Donc tout ça, ça aura été une longue construction, empilement d'informations qui viennent de très loin et qui vont vous rendre fragile. Puisque si, par exemple, ça arrive dans votre environnement professionnel et que vous recevez un mail qui vous dit bah, les dernières places sont en vente, maintenant, tout de suite, il faut cliquer, eh bien, vous allez être potentiellement plus tenté d'appuyer sur le bouton. Et pourquoi? Parce que vous êtes intéressé par le sujet, c'est sûr, vous avez été ciblé, et par conséquent, vous allez potentiellement être l'acteur de l'événement qui arrivera après, c'est-à-dire le hacking de votre système. Et pourquoi pas, si c'était dans votre environnement professionnel, eh bien que ça remonte sur des serveurs et autres systèmes sensibles de l'entreprise, comme les systèmes d'information. Donc, c'est juste ce petit exemple pour montrer ce qu'est la contextualisation des menaces. Bien entendu, dans un véhicule, on retrouve ça à des échelles plus ou moins importantes. Ça peut aller d'une contextualisation autour d'un élément, un calculateur ou quelque chose comme ça qui se trouve dans un véhicule, comme pour l'utilisation même de votre véhicule, les trajets que vous avez l'habitude de faire qui peuvent amener un attaquant à cibler l'attaque par rapport à vos trajets, par exemple. Ensuite, on a la croissance des assets numériques. Alors, la croissance des assets numériques, c'est une croissance qui se fait en taille et en nombre en même temps. J'entends par là que c'est pareil, hein, dans votre vie quotidienne, vous avez des propositions galopantes d'espace cloud de plus en plus important pour stocker vos photos sur vos téléphones ou sur votre ordinateur. Ça, c'est pour la taille. Et le nombre d'assets numériques, qui, pour revenir au domaine du véhicule, va augmenter considérablement avec la multiplication des calculateurs, avec la multiplication de tous ces petits éléments qui vont accumuler de la donnée qui parfois va être totalement personnelle sur votre façon d'utiliser le véhicule, de la donnée sécuritaire pour ce qui est du fonctionnement intrinsèque du véhicule, comme tout un tas d'autres types de données. Donc la croissance de ce nombre et de ces tailles d'assets, évidemment, est un élément sur la surface d'attaque qui est à prendre en compte. L'industrialisation des techniques d'attaque, donc là, on a un volet assez nouveau. Ce n'est pas vraiment nouveau, mais l'ampleur que ça prend ces dernières années, voire ces derniers mois, est non négligeable. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans deux directions différentes. Évidemment, on utilise déjà depuis très longtemps l'intelligence artificielle dans nos calculateurs pour fournir des fonctionnalités diverses et variées dans un espace qui est très maîtrisé. Et on a aussi de plus en plus maintenant de l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour les attaques elles-mêmes. Pourquoi? Parce que le nombre de données est extrêmement important.
et grandit, comme je le disais tout à l'heure, de façon exponentielle, je dirais, avec l'évolution des véhicules. Et prévoir une attaque aujourd'hui, en prenant en compte toutes ces données-là, eh bien, en fait, avec l'intelligence artificielle, on va accéder à des typologies d'attaques qui vont être très différentes grâce à ce passage par l'intelligence artificielle. Donc, on a l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour les attaques. Bien heureusement, on va aussi utiliser l'intelligence artificielle pour la partie défense. C'est un jeu du chat et de la souris. Sachant qu'on a aussi une partie importante en fait, des attaques qui vont se situer au niveau supply chain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, le maillon faible, on dit, c'est souvent l'être humain, et c'est très souvent l'être humain, mais pas que. Dans un système, dans un grand groupe, par exemple, eh bien, en fait, on peut avoir une toute petite succursale pour lequel on va potentiellement négliger un petit peu plus la mise en place de la sécurité parce qu'on va se concentrer sur le SI de l'entreprise qui va se trouver au siège, on va prendre les grosses succursales, on va s'occuper de la sécurité et puis on se dit on verra les petits sites plus tard. Et effectivement, là, il y a un vrai risque d'attaque supply chain, c'est-à-dire d'avoir le maillon faible qui est détecté par les attaquants, qui va rentrer donc par le petit bout de la lorgnette pour remonter jusqu'aux centraux, aux systèmes centraux de l'entreprise. Eh bien, on a la même chose, bien sûr, à l'échelle d'un véhicule. Si l'un des éléments est moins sécurisé que les autres, c'est potentiellement cet élément-là qui va être attaqué pour remonter au travers des bus et des différentes connexions vers les calculateurs principaux, etc. Donc, cette partie supply chain, on peut la voir au niveau industriel comme au niveau simplement d'un petit élément du véhicule. Et tout ça, ça occasionne de la fuite de données, très souvent, qui peut être utilisée de façon malveillante, brutalement malveillante, je dirais, pour des aspects financiers ou des aspects, je dirais, plus orientés sur l'entreprise elle-même et le mal qu'on souhaite faire à l'entreprise. Il peut y avoir aussi des fuites de données qui sont plus orientées activisme. Et puis, dans cette partie fuite de données-là, on a évidemment toute la partie à séparer entre la partie données personnelles réellement, qui peut fuiter sur votre utilisation du véhicule, encore une fois, vos trajets, etc., ou les données plus industrielles, qui peuvent donner lieu à de la désinformation, de la concurrence déloyale, tout ce genre de choses, et en dérivé, une atteinte à l'image de l'entreprise qui est assez souvent négligée, alors que l'atteinte à l'image de l'entreprise, c'est quelque chose qui a en général un double rebond et qui, de façon indirecte, peut induire de grosses catastrophes, je dirais. Merci beaucoup, Pascal. Et est-ce que tout ce que vous venez de nous décrire va rendre vos clients plus sensibles aux aspects cybersécurité? Alors, oui, c'est évident. Plus sensible par ce que je viens de décrire, mais aussi par le fait que il y a une vraie prise de conscience, en fait, depuis quelques années, des risques cyber. Et je dirais, à l'instar de l'arrivée de la micro-informatique dans les années 80, au niveau des particuliers, où les particuliers se sont mis à utiliser un ordinateur parfois plus puissant que ce qu'ils avaient dans leur entreprise. Ça, c'était plutôt dans les années 90, mais se sont formés, se sont aguerris de la micro-informatique et par rebond, en fait, le milieu de l'entreprise a dû prendre en compte en fait toutes ces modifications. On a à peu près la même situation avec la cyber aujourd'hui, à savoir que en tant que particulier, on sait ce que c'est qu'une attaque maintenant. C'est pratiquement dans tous les milieux, je dirais, on est sensibilisé aux attaques, ne serait-ce que parce que on a les médias qui mettent en avant en fait les différentes attaques qui ont pu occasionner de graves résultats dans des entreprises ou même à titre particulier. Des attaques qui ont lieu ou avec des fuites de données de type santé, de type personnel, de type financier ou technologique sur les entreprises. Donc, en fait, la médiatisation de ces événements-là, plus le fait qu'en tant que particulier, on reçoit des sollicitations permanentes sur ces mails de phishing, etc.,
cette sensibilisation-là a eu, je dirais, un rebond sur les entreprises qui n'avaient pas attendu ça, bien entendu, pour se préparer, mais a eu un rebond et a occasionné de vraies demandes. C'est-à-dire que en tant que particulier, on est tellement sensibilisé que, en tant que particulier vers l'entreprise et donc entre dirigeants d'entreprise, entre entreprises, bien en fait, on a une vraie demande sur la réduction des risques cyber, la prise en compte de tous les risques et les produits sont regardés beaucoup plus à la loupe pour savoir si en fait ils sont conformes, si ils proposent des niveaux de sécurité suffisants pour les données personnelles, pour tout un tas de situations. Donc oui, il y a vraiment une vraie demande à ce niveau-là et il y a une vraie prise de conscience. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant parler de l'initiative Cyber Competence Center. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous parler des objectifs et aussi plus en détail, nous expliquer comment ZF a su adapter sa stratégie pour développer ses compétences en cybersécurité? Alors, pour avancer en fait sur la partie cybersécurité, on n'est pas tout seul, évidemment, mais on a une seule façon, je dirais, de couvrir la totalité de la problématique, c'est d'avoir un traitement de la sécurité bout en bout. End-to-end security, hein, encore une fois, excusez-moi pour l'anglicisme, mais avec une approche aussi 360. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur les aspects cyber, donc la liste qui est sur la slide, et bien sûr, n'est pas exhaustive, on a, puisqu'on ne fait pas apparaître par exemple la partie data privacy, mais tout ça, c'est un ensemble de services au niveau de notre structure que l'on a voulu mettre en place et que l'on a concrétisé dans ce qu'on a appelé un Cyber Competence Center et qui va regrouper, donc, comme son nom l'indique, la partie cyber, donc tous les aspects de la cybersécurité, avec du consulting, avec de la construction de solutions cyber, avec des aspects innovation, beaucoup de partage, beaucoup de partage de connaissances, et puis une partie compétences avec de la formation continue, justement, de la montée en compétences dans nos équipes et des échanges cross-expertise avec justement entre l'IT, le produit, la production, etc., des échanges permanents qui vont nous permettre de vraiment traiter cette cybersécurité de façon complètement de façon complète. Voilà. D'où l'aspect 360. Alors, évidemment, ce n'est pas la seule initiative au niveau de ZF, mais ce Cyber Competence Center-là a pour objectif d'intégrer chez nous, en tout cas, la cybersécurité comme une culture, security as a culture, encore une fois, un anglicisme, désolé. Vraiment, l'idée, c'est que on est vraiment dans l'intégration de la sécurité comme une culture à tous les niveaux, que ce soit dans l'entreprise, dans les échanges avec l'extérieur, dans la construction des produits. Si je prends par exemple le développement logiciel, en fait, on fait ce qu'on appelle security to the left. On essaye d'amener en fait la prise en compte de la cybersécurité, de la data privacy aussi, dès la conception du produit, je dirais même encore en avant. Au moment des discussions, au moment de la prise en compte du besoin des clients, bien en fait, de construire le produit déjà en intégrant tous les aspects sécuritaires et data privacy dès le départ. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit devenir non plus un bloqueur comme ça l'est trop souvent encore, c'est-à-dire en fin de chaîne où en fait l'apport de la cybersécurité vient comme un bloqueur pour la livraison du produit, parfois il faut redévelopper, etc. Non, on essaye d'intégrer ça, vraiment de le fondre dans la culture de tous les niveaux de l'entreprise. J'ai pris l'exemple du développement logiciel, mais c'est valable pour toutes les couches de l'entreprise. Alors, pour nous, ce Cyber Competence Center, c'est justement un centre névralgique. C'est le centre névralgique de la prise en compte de cette cyber-là, où on essaye donc d'avoir des équipes de sécurité globale, c'est-à-dire d'avoir tous les niveaux d'expertise au sein du Cyber Competence Center, et d'avoir aussi toute cette expertise-là
à disposition vers l'interne comme vers l'externe, d'où le double ancrage, vers l'interne, vers toutes nos équipes, qu'elles soient produits ou autres équipes cyber au sein du groupe ZF, comme vers l'extérieur. Et c'est l'intérêt que l'on a eu d'héberger le Cyber Competence Center dans le campus cyber, c'est qu'on va bénéficier, grâce à cela, d'un écosystème et d'avoir, de pouvoir justement avoir ces échanges-là, non pas que en interne, mais partager cela avec différents interlocuteurs que Faustine vous présentera juste après, qui vont nous permettre justement de monter encore en compétences et par ces partages-là, dans le respect bien sûr des confidentialités partagées, d'avoir un réel partage sur les processus, les attentes, les technologies, etc., etc. Très bien, merci beaucoup Pascal. Faustine, je vais me tourner vers vous maintenant pour que vous nous présentiez le concept du campus cyber et que vous nous expliquiez quelles sont les prémices de la fondation de ce campus. Déjà, bonjour à tous. Alors, le campus cyber, donc l'idée remonte à 2019, donc c'est une idée du président de la République, à l'époque où il était ministre de l'économie et s'était rendu à Beersheba, qui a inspiré un peu le concept. Donc, Michel Vandenberg, actuel président du campus cyber, était PDG d'Orange Cyberdéfense et donc avait reçu cette mission de consulter l'écosystème, c'est la mission campus cyber, pour savoir si on devait ou non créer un campus cyber, un lieu et surtout un cadre d'échange dédié à la cybersécurité. Donc nous, à l'époque, moi j'étais au sein de la direction générale de l'ANSSI, on a apporté notre soutien à Michel dans cette mission. On s'est rendu à l'étranger, Skolkovo, Beersheba, on a fait des consultations en ambassade et consulté l'ensemble de l'écosystème privé, public, ETI, PME, associations, etc. Avec deux prérequis qui ont transparu, principaux, à savoir un lieu accessible et attractif et surtout qui est la valeur forte du projet, un projet privé-public. Puisqu'on peut le voir, on a mis en place différentes ambitions. On voulait vraiment balayer l'ensemble des sujets, pas que un campus dédié au très opérationnel ou que dédié à la formation, etc. C'était vraiment les 4 piliers pour nous du campus cyber. Donc maintenant, on est pleinement opérationnel. On a ouvert en février 2022 avec justement des équipes, comme on voit le Competence Center de ZF qui sont présents, des équipes de CERT, d'Intercert, etc. Tout un étage qui est dédié à l'innovation avec le Fab Lab et tout le programme de transfert de l'État en matière de recherche et d'industrie qui est opéré au campus, un startup studio avec la brique accélération qui va arriver derrière et aussi des acteurs de la formation initiale continue. Donc on peut croiser au quotidien des grands experts cyber, des hackers, comme on les aime bien, ainsi que des bachelors, des étudiants qui sont là pour être présents. Et donc le dernier pilier qui est l'animation, ça c'est notre rôle, l'équipe Campus Cyber, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble et changer ce paradigme qui est la philosophie globale du campus, de non, je ne parle pas avec mon concurrent puisqu'on est concurrent. Et donc le but, parce qu'on est très bon en France en matière cyber, mais ça ne se sait pas assez à l'étranger, ou en tout cas on manque de cette brique d'accélération et de développement, faciliter les échanges, les interactions, qui est le rôle du campus cyber. Et donc aujourd'hui, le campus, donc on est une société privée, comme c'était dans la lettre de mission, SAS, donc avec tout son modèle qui va derrière, sont présents via notamment l'ANSSI et l'ensemble des gros ministères sont présents au campus physiquement, mais aussi dans sa gouvernance, avec un lieu totem et ensuite tout un écosystème où là on approche des près de 300 acteurs, on va dire, avec des membres, des résidents, des partenaires, à l'image de ZF qui est partenaire et résident du campus cyber. Merci beaucoup Faustine. Pascal, pourquoi ZF équipementier automobile a rejoint le campus cyber? Alors, je crois que la présentation qui vient d'être faite donne quelques évidences. Effectivement, on a aujourd'hui dans le campus cyber un écosystème complet qui nous permet, nous, d'avoir des acteurs clés de l'écosystème cyber autour de nous. Donc, encore une fois, pour pouvoir échanger, pour pouvoir être guidé, on a l'ANSSI, on a l'ANSSI qui est présent. Donc, en fait, si on a besoin, à un moment donné, de faire le point sur des orientations qu'on a envie de prendre, on a la possibilité d'accéder à l'ANSSI et de pouvoir être supporté. On a d'autres acteurs industriels qui, comme nous, sont en recherche
de solutions toujours plus innovantes, plus rapides, plus efficaces, etc. Donc, on peut partager, encore une fois, bien sûr, dans le respect des confidentialités de chacune des entreprises, mais il y a quand même des surfaces communes de recherche qui sont intéressantes. D'ailleurs, en fait, il y a des programmes de recherche aussi qui travaillent avec le campus cyber, auquel on est en train d'adhérer. Donc, c'est un lieu d'accueil pour les événements aussi, qui est extraordinaire. Donc, il n'y avait pas trop de photos dans la présentation, mais il y a, on va dire, tout ce qu'il faut pour accueillir des événements de toute taille à des niveaux vraiment professionnels. Et donc, on essaye d'utiliser ça au mieux. Et même si, justement, ça commence à se savoir et qu'il faut faire la queue pour accéder aux zones événementielles, une attractivité, une excellence qui est de plus en plus reconnue, je dirais, et pour le coup, qui nous permet aussi d'avoir des échanges de très haut niveau et de pouvoir inviter des personnes de très haut niveau, encore une fois, sur des échanges, ça peut aller justement de l'IA jusqu'à des dernières technologies avec justement un centre d'innovation et de construction, un lab qui nous est accessible et qui permet aussi de faire des tests et de pourquoi pas faire des tests partagés à des niveaux qui peuvent être communs sur différentes entreprises. On a l'ensemble, le cyberbooster, donc avec les startups que l'on peut suivre, que l'on va suivre d'ailleurs, certaines, qui vont présenter des produits dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent sur le marché, de la cybersécurité bien entendu, et pour qui on peut effectuer justement une espèce de suivi et participer justement à ce côté innovation. Et puis, bah, c'est un concentrateur de talent, hein. Comme l'a dit Faustine, il y a plus de 300 acteurs de toutes sortes. Donc, on y retrouve, on y croise, que ce soit à la cafétéria comme dans les réunions ou les événements, des gens de très bon niveau avec qui on peut avoir des échanges qui sont constructifs et qui nous permettent de grandir. Encore une fois, pour nous, implanter le campus, le Cyber Competence Center au campus cyber, c'est un moyen de pas uniquement avoir un bureau, mais d'être dans un vrai écosystème qui nous est bénéfique au quotidien. Donc voilà, c'était comme une évidence qui en plus tombait assez bien au niveau du calendrier, puisqu'on était à peu près synchrone et ça nous a permis d'embrayer dès l'ouverture du campus. Donc on y trouve ce qu'on y attendait. Très bien, merci beaucoup. Faustine, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de l'écosystème du campus cyber? Quel type d'acteurs retrouve-t-on au sein du campus cyber, pardon, et pourquoi avoir regroupé les acteurs non spécialistes en cybersécurité au sein de ce campus? Alors pour nous, c'était une évidence, même s'il y a eu beaucoup de débats à savoir si on faisait un campus franco-français, franco-européen ou ouvert à l'international. Donc il y a plein de choses qui ont été mises en place à ce sujet pour justement travailler sous format de cercle de confiance. Et rien que la gouvernance est un peu atypique pour une société privée, puisque là, vous voyez, il y a plus de 187 membres, avec 11 collèges d'appartenance où chacun est dispatché selon son secteur et sa typologie. Et la valeur forte du campus, c'est notamment d'avoir ce qu'on appelle les bénéficiaires. Donc, qui sont répartis en 3 secteurs. Et ça répond aussi à la question pourquoi des non-spécialistes cyber? Parce que maintenant, comme l'a dit Pascal, la cybersécurité est partout, que ce soit au quotidien en tant que citoyen ou dans les entreprises. Et justement, on a ici des équipes de CERT, etc., d'acteurs qu'on n'attendrait pas, par exemple Hermès, ou toutes les banques et assurances aussi qui se sont regroupées dans un espace qui ont demandé à être ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Et donc, c'est ça un peu la valeur forte du campus. Et c'est aussi au sein de la tour, on le voit avec la répartition des plus de 130 résidents. Effectivement, moi, demain, je suis une jeune start-up en incubation. Je veux parler avec l'ANSSI ou au ministère de l'Intérieur avec toutes les entités qui vont bien. J'ai juste à monter d'un étage. Je suis étudiante et comme on le voit avec ZF, je trouve mon alternance assez facilement au campus. Il y a plein de choses comme ça, des vecteurs d'accélération qui n'étaient pas naturels, on va dire, et que nous, on aide à mettre en place via des rencontres plus ou moins formelles.
et aussi pas mal de visites et de délégations qui permettent de mettre en avant les différentes expertises selon les thématiques. On le voit, il y a des contrats qui se débloquent par rapport à des venues comme ça de certains acteurs, y compris au niveau du territoire. Et en cas de crise, notamment, on le voit avec les instituts qui sont là, on peut être un centre opérationnel de repli, notamment avec tout le contexte qui arrive là côté JO, et puis actuellement déjà la Coupe du Monde de rugby. Donc voilà, donc c'était vraiment naturel pour nous que de regrouper tous ces acteurs pour justement agir pour cette accélération à la fois des startups, des échanges, de l'innovation et de la mise en place de ces projets communs. Parce que si on était resté une plateforme sans incarnation, on va dire physique, je pense qu'il aurait manqué quand même beaucoup de choses, même si c'était un pari assez atypique, sachant que quand on a cherché la tour, on était en plein contexte Covid, donc on nous prenait un peu pour des fous. Mais pari réussi, puis il y a eu un alignement des planètes sur pas mal d'acteurs là-dessus qui souhaitaient venir physiquement au campus cyber. Ouais, merci beaucoup. Et en ce qui concerne la vie au campus cyber, comment les entreprises peuvent tisser des relations et engager des projets avec les acteurs du campus, notamment les écoles et les pure players? Alors, au-delà de la vie au quotidien, effectivement, des rencontres à la cantine, etc., on a toute une équipe au sein du campus qui est dédiée, qu'on appelle le studio des communs, qui coordonne justement tous ces sujets de groupes de travail, de communautés d'intérêt sur des thématiques très précises, avec des niveaux d'expertise quand même assez hauts. Là, on commence à se développer, y compris au niveau européen, ce sujet-là. Et comme on peut le voir, il existe différentes communautés d'intérêt. Donc là, si on fait un focus sur certaines, on peut voir qu'on est vraiment sur différentes typologies de questionnement, de sujets. Ça va du très haut niveau avec forcément de la crypto, de l'IA, CTI, donc ce sont des bases de renseignement, on reviendra dessus, versus de la formation. On va faire une campagne d'affichage dans tous les collèges, lycées de France en novembre, avec derrière une plateforme pour les étudiants pour s'essayer un peu à quelques techniques cyber. Pareil, des campagnes de sensibilisation sur toutes les grandes télés pour vraiment agir au niveau national et sur l'ensemble des sujets, puisque comme le dit Pascal, c'est pas uniquement un sujet d'entreprise, d'intelligence économique, de choses comme ça, c'est agir sur l'ensemble de la société, sur ces différentes échelles en matière de cybersécurité. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà des exemples de collaboration réussie entre les résidents du campus et comment vous facilitez les échanges entre les entreprises d'un même secteur? Alors, déjà, là, quelques exemples qu'on a mis, notamment sur la partie entraînement gestion de crise. Donc, on avait fait, fin d'année dernière, un exercice de crise géant en rempart, justement, qui nous entraînait pour des gros événements, avec plus de 500 participants. Toute la tour était un peu bloquée là-dessus, où on voyait un scénario qu'on a monté avec l'ANSSI, avec les différentes structures de chaque côté, que ce soit les départements communication, technique, mais aussi COMEC, etc. Parce qu'une crise, ça ne se gère pas uniquement d'un point de vue technique, il y a plein d'aspects derrière. On a une salle aussi qui est très sympa, toute nouvelle, la Cyber Experience, qui à la fois est immersive et cognitive. Donc, je sais que ça plaît pas mal aux généraux des armées qui souhaitent pouvoir faire passer tous leurs agents dedans pour analyser la réaction de l'humain en matière d'attaque, puisque certes, il y a aussi beaucoup une partie technique, mais on voit sur certaines typologies d'attaques ou en tout cas de sujets, le fait de jouer sur le biais cognitif revient quand même beaucoup, y compris en matière cyber où on pourrait penser que c'est que de l'électronique. Et un autre exemple, et on vous invite tous à participer puisque c'est dédié aux entreprises, aux laboratoires et instituts de recherche, un hackathon qu'on fait en partenariat avec la DGSE qui va se dérouler en novembre où les inscriptions sont ouvertes. Donc voilà, un peu des exemples qu'on fait comme ça. Et si on revient plus sur la partie donc groupe de travail, donc on a des communautés d'intérêt sur différents sujets. C'est pas nous, l'équipe campus, qui disons tiens aujourd'hui on a envie de faire de l'intelligence artificielle. Tous ces sujets émergent des membres et nous sont remontés. Et donc si on prend deux gros exemples phares, donc il y a la CTI, donc c'est des bases de renseignement d'intelligence cyber open source. On souhaite au maximum, c'est même la notion même de commun, rendre tous ces éléments accessibles. Donc on a un wiki dédié, etc. Et donc, par exemple, là-dessus, on a créé une base de données très rapidement suite au déclenchement du conflit Ukraine-Russie. Et là, on est en train d'en créer une de manière plus pérenne où des acteurs qui ne sont pas, a priori, spécialistes cyber peuvent être informés, partagés et avoir le partage d'informations nécessaires pour justement se prémunir de nouvelles typologies d'attaques, puisque forcément, c'est le concept, l'attaquant a toujours une longueur d'avance. Et aussi une plateforme d'intelligence artificielle pour pouvoir, pareil, faire jouer des jeux de données et entraîner chacun ses solutions, qui est la première plateforme qui va être dédiée à la cybersécurité.
et notre nouveau petit chouchou, notre communauté d'intérêt mobilité, dédiée au sujet de la détection supervision, qui va s'ouvrir là, il me semble, en novembre, coordonnée avec forcément ZF et l'ANSSI, pour à la fois agir sur tous les standards européens qui vont être mis en place, puisqu'on le sait, il y a beaucoup de nouvelles réglementations qui arrivent sur les véhicules autonomes, connectés, etc. Et créer aussi des bancs d'essai et surtout anticiper tout ce qui est les potentielles attaques qui vont venir. Voilà, donc on souhaite passer à une échelle au niveau européen dès à présent sur ces sujets. Merci beaucoup, Faustine. Et pour terminer, j'ai une dernière question pour vous, Pascal. Qu'est-ce que vous apporte concrètement votre présence au campus cyber? Je pense qu'on l'a développé tout au long de la présentation, hein, mais comme une conclusion, je dirais, donc on renforce notre présence au sein de l'écosystème, hein, au sein de la communauté cyber, par le fait d'être présent et d'essayer de participer aux différents événements, de jouer le jeu de ce partage. Hein, toujours pareil dans le respect de ce qui peut être partagé ou non, hein, mais il y a quand même il y a quand même une grosse plateforme de choses qui peuvent être partagées, des expériences qui peuvent être partagées. Je pense à une expérience, par exemple, assez récente, une discussion avec la SNCF. La SNCF, c'est très particulier. On peut croire que c'est loin du véhicule. Et pourtant, ils ont une expérience du transfert de données vers les infrastructures qui est structurante, qui est intéressante à entendre. Donc, on est là sur des niveaux de discussion qui ne sont pas confidentiels, mais qui nous apportent un autre point de vue. Donc, voilà, c'est un exemple de discussion informelle qui a pu enrichir le débat. Donc, on augmente notre savoir-faire aussi et nos technicités, hein, avec de même les échanges ou l'utilisation du Cyberlab ou le groupe de travail qu'on est en train de mettre en place, où on va essayer tout en construisant quelque chose pour la communauté, grandir en même temps dans nos connaissances. Et puis, on tisse des liens, bien sûr, avec les organismes de formation. On a, comme le disait Faustine, d'ores et déjà accueilli des étudiants des écoles cyber qui sont au sein du campus et avec qui on va les faire monter en compétences. Et puis, en même temps, c'est des étudiants qui sont en train de travailler sur les dernières technologies, sur les dernières problématiques et qui peuvent amener un air frais sur certaines problématiques. Donc, cet échange-là est intéressant. Et puis, on va, comme je le disais tout à l'heure, collaborer avec le système de start-up qui propose des solutions innovantes. Donc, en apportant des compétences peut-être de suivi sur les produits, etc., là où on a des expériences, et en retour, en fait, on est aussi embarqué dans le monde de l'innovation, naturellement, avec ces startups-là, et tout ça dans cet esprit, de nouveau, de security as a culture, c'est-à-dire essayer vraiment d'imprégner toutes nos équipes de ces aspects-là pour que ça soit réellement quelque chose qui devienne naturel, pris en compte partout en même temps. Voilà. Très bien. Un grand merci Pascal et merci Faustine pour votre présentation complète du campus et des différentes opportunités qu'on peut y trouver. Maintenant, je vous laisserai poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à poser des questions en levant la main ou bien en les écrivant directement dans le chat. Voilà. On a un petit temps, on a 10 minutes pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, j'ai une première question. On demande de donner votre opinion sur le Wi-Fi et la cybersécurité. On est un petit peu loin du sujet qu'on traite aujourd'hui. Hein. Que comprend la question? Est-ce qu'il s'agit du Wi-Fi en termes de risque par rapport aux aspects cybersécurité? Bon, en même temps, je pense pas pouvoir apporter de réponse. Si c'est une réponse très technique, je pense pas que ce soit vraiment le sujet aujourd'hui. Mais je serais preneur d'un peu plus de détails sur la question. Est-ce qu'on parle de risque? Est-ce qu'on parle de dernière technologie Wi-Fi par rapport à des technologies précédentes? Je veux bien un petit peu plus de détails.
mais je proposerai potentiellement sur ce type de questions techniques de revenir peut-être sur un webinaire spécifique. On peut même cumuler en fait un certain nombre de questions et préparer un petit webinaire dédié, parce qu'en fait là, sur le vif, si on se met à rentrer sur ces détails, ce niveau de détail, j'ai peur qu'on passe à côté de quelque chose. Très bien. Une autre question. Donc ZDF est le seul équipementier de rang 1 présent au campus. Est-ce que vous pensez que d'autres équipementiers vont vous rejoindre? Alors, c'est possible. Maintenant, quand je pense, est-ce qu'on est les seuls? Je crois qu'il y a Valeo. Valeo Ça, est c'est présent. sur les GT, certains, oui. Donc, ils sont que sur les GT, ils ne sont pas présents sur le Peut-être campus. Utaxeram rentre dans le cadre aussi. Ouais. Donc, bon, alors, je vais laisser la parole à Faustine pour la partie emplacement. Le problème, c'est que le cybercampus est plein, le campus cyber est plein. Donc, nous rejoindre, il y a deux façons de nous rejoindre. Nous rejoindre au travers d'événements, au travers de groupes de travail, par exemple. Donc, on a sur le groupe de travail européen qui est ouvert, dont Faustine a parlé. En fait, ce groupe est ouvert, c'est-à-dire, je vous invite, en tant qu'équipementier, si vous êtes, à venir participer à ces discussions-là et à échanger. C'est une façon de nous rejoindre. Maintenant, rejoindre le campus cyber, le cybercampus, ça va En être fait, plus il difficile. y a différentes modalités. Comme vous l'avez vu, il y a des membres résidents partenaires. Donc, le plus simple, c'est de m'envoyer un mail à faustine@campuscyber.fr. Et donc sur la partie mobilité équipementier, après je n'ai pas tous les détails techniques, ce que vous classifiez ou pas comme équipementier. En tout cas, en termes de mobilité au global, et notamment sur la partie véhicules autres que RATP, SNCF, etc., qui sont également au campus. On a Renault qui fait partie également de la gouvernance, qui est dans les groupes de travail, ZF, Utaxeram. Et là, on a des discussions avec d'autres acteurs type Stellantis, etc. Puisque le but, c'est vraiment d'avoir ces expertises-là, tous regroupés autour de la table, et des startups forcément qui, sur ces sujets, et sont pas encore connues, mais vont le devenir, qui participent là-dessus. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message pour savoir comment rejoindre le campus, ou peut-être que votre entité y est déjà sans le savoir. Ou rejoindre ces groupes de travail et ces événements ça peut être la façon de rentrer par la petite porte, si j'ose dire, entre guillemets, c'est-à-dire de venir avec nous participer à ces discussions, essayer d'avancer sur les sujets, et ça peut, pourquoi pas, donner lieu à nous rejoindre plus physiquement, je dirais, si tant est qu'il y ait encore de la place. On a même des accès non résidents maintenant. Donc, voilà. il y a plein de possibilités. Donc, il y a des de bénéficier possibilités du campus, voilà. Donc n'hésitez pas. Mais encore une fois, je vous invite à nous rejoindre sur ces aspects-là et sur les événements. Effectivement, vous pouvez me contacter, par exemple, pour ce groupe de travail, pascal.denicou@zdf.com, ou au travers de ce webinaire. Et on peut regarder votre participation sur ce groupe de travail. Je vous invite à réellement regarder ce qui se fait. C'est un des groupes, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres façons de rejoindre des groupes de travail, des réunions, des événements qui peuvent avoir un vrai intérêt. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, encore une fois, pour la première des questions, j'en suis désolé, je veux essayer d'éviter de rentrer dans ce niveau de détail pour cette réunion-là. Ce n'est pas une esquive totale, c'est-à-dire que si ce type de questions-là a vraiment un intérêt pour vous, on peut les noter et prévoir un vrai webinaire dédié à ce type de questions précises, où pour le coup, on pourra faire venir les spécialistes en question pour avoir une discussion peut-être plus technique sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les poser dans le chat ou en prenant la parole directement. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce webinaire. Un grand merci à tous pour votre participation. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.